Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui nous parlerons de fourmis, de trous noirs, de fossilisation et de plein d'autres sujets. Il est 16h et Science Infuse ça commence tout de suite. Salut tout le monde, ça va ? Salut. Alors, j'ai cru comprendre que Nicolas allait nous parler d'espace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus ? Et oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous amener faire un petit tour dans l'espace et je vais vous parler d'objets fascinants que tout bon fan de SF qui se respecte connaît. Je pense qu'il y en a ici. Ah oui. Donc, je vais vous parler des trous noirs. Alors déjà, un trou noir, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous avez des petites idées sur ce que c'est un trou noir, concrètement ? C'est pas... alors, j'extrapole, genre, je fais très grossièrement quelque chose qui est dans l'espace et c'est vraiment genre le vide, genre c'est tout... C'est très obscur. Est-ce que c'est pas un truc qui est tellement dense qu'il attire tout ce qu'il a autour de lui ou quelque chose comme ça ? Moi je le voyais un peu comme ça, comme quelque chose qui aspire, entre guillemets, les choses vers lui. Ok. Alors, bon déjà, vous avez un peu de vrai tous, mais on va pas dire qu'il aspire, on va dire qu'il attire. Parce que de la même manière que le soleil ou que la Terre nous attire grâce à la force gravitationnelle, les trous noirs, ils attirent les choses, ils les aspirent pas. C'est pas des aspirateurs qui ravagent tout comme on peut le voir dans certains films. Ok. En gros, c'est juste des astres vraiment très très lourds, et en fait, ils sont tellement lourds qu'ils vont attirer plein de choses, à plus grande échelle que le soleil. Et il se passe un phénomène dans les trous noirs qui s'appelle l'effondrement gravitationnel, mais on va plus parler d'effondrement. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est en fait, il est tellement lourd qu'il va s'effondrer sur lui-même et qu'il va réduire de volume. Il va tenir dans un volume très très petit. Donc pour vous donner une image, imaginez que le soleil soit un trou noir, il ferait que 6 km de diamètre. Waouh. C'est J'ai combien pas compris l'image. le diamètre du soleil ? Pour comparer par rapport aux 6 km Alors c'est une bonne question. Mais c'est beaucoup plus. ouais, c'est vraiment beaucoup plus gros que 6 km. Mais du coup, en fait, Corentin, pour te dire, vous voyez la structure d'un atome, on a déjà vu dans d'autres chroniques, c'est-à-dire qu'on a au centre des protons et des neutrons avec des électrons autour. Oui. Et bien en fait, quand un trou noir s'effondre, ce qui se passe, c'est que les électrons, ils vont se rapprocher tellement du centre que tout le vide en fait dont était composé l'atome va presque se combler. Et du coup, ça permet de faire tenir des volumes, des masses énormes dans des tout petits volumes. Ok. Et voilà. Et j'en viens à mon deuxième point, c'est est-ce que vous savez pourquoi un trou noir, c'est noir ? Est-ce que vous avez des idées ? Ça absorbe la lumière, non ? Ça absorbe toute la lumière. C'est l'obscurité de l'espace. Corentin a dit juste ça absorbe la lumière. Alors, Les photons. c'est ça. En gros, un trou noir, il est tellement lourd qu'il va même absorber la lumière. Et ça en fait, ça a un concept qui s'appelle la vitesse de libération. Alors, en gros, la vitesse de libération, c'est la vitesse à partir de laquelle on peut partir d'un objet. Donc, par exemple, pour partir de la Terre, la vitesse de libération, elle est d'environ 11 km par seconde. Sur le Soleil, elle est à 400 km par seconde si on est à la surface. Et du coup, la vitesse de libération, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la masse de l'objet qu'on veut quitter et de la distance par rapport au centre de l'objet à laquelle on se trouve. Donc en gros, ça va être, si on part de la surface de la Terre, la distance, ça va être le rayon de la Terre depuis le centre de la Terre et du Soleil du centre du Soleil. Et sauf que je vous ai dit juste avant qu'un trou noir, ça avait un volume ultra petit. C'est vraiment, un diamètre vraiment petit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on se place sur un trou noir, la vitesse de libération, en fait, on la trouve qu'elle est supérieure à la vitesse de la lumière. Du coup, c'est pour ça que la lumière passe pas. Ouais, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'horizon d'un trou noir. En fait, c'est la limite à partir de laquelle la lumière est aspirée. À partir de laquelle, en fait, une fois qu'on franchit ce seuil, c'est impossible de revenir. Et c'est pas forcément une limite physique du trou noir, en fait, on va pas le toucher directement. Parce qu'il est encore plus petit. Je sais pas si vous avez compris. De revenir. C'est pour la lumière, c'est à partir de ce seuil-là, on la voit plus ou... En fait, à partir de ce seuil-là, la lumière, elle peut plus passer. Donc, c'est comme on est incapable d'aller plus vite que la lumière, même moins vite. En gros, il n'y a plus rien qui passe en fait à partir de ce moment-là, et c'est pour ça que c'est noir. Du coup, là, vous êtes en tant que fan de science-fiction, vous êtes un petit peu déçu. Vous êtes en mode, c'est triste, un trou noir, c'est juste un truc lourd qui attire des choses.
moi je voyais ça comme une Truc porte. qui détruit tout, qui nous emmène, qui nous fait voyager dans le temps, quelque chose de. Ouais, voilà, une peu plus porte. Vous original. avez peut-être vu Interstellar, où ils prennent le trou noir pour voyager dans l'espace et dans le temps. Mais, alors je vais vous décevoir un peu, Non, Nico, arrête cette chronique. c'est pas vraiment le cas. Même si, il y a quand même des théories assez intéressantes qui sont, on va dire, ces théories qui sont en fait, je sais pas si vous avez déjà vu une représentation de l'espace sous forme d'une espèce de maille avec des quadrillages. La théorie des cordes. Non, pas la théorie des cordes. Ah. Mais ouais, la Celui, théorie des il cordes, aurait- c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ouais. Mais du Physique coup, quantique. Mais du coup, c'est sous forme d'un quadrillage où en fait on mettrait chaque objet sur cette espèce de tapis quadrillé. Et en fait, en fonction de sa masse, en fait, il pèserait sur le tapis et il étirerait le tapis. Ça, c'est clair dans votre tête ou pas? Ouais. Ça va. Il y a des super documentaires là-dessus. Je sais que si les gens veulent rechercher ça. Ouais, bah je mettrai des liens en dessous Ouais. de la vidéo. Et du coup, en fait, il se passe que le trou noir, selon cette théorie, il serait tellement lourd qu'en fait, il étirerait tellement de tapis qu'il ferait un trou dedans, ou un tunnel dedans, qui amènerait d'un autre côté du tapis. Et en fait, c'est cette théorie qui ferait que les trous noirs seraient des sortes de portes de passage vers d'autres endroits de l'univers. Mais c'est dans Stranger Things, ça, il y a quelque chose comme ça. J'étais en train de penser à la même chose. Alors c'est vrai que ça peut faire penser à Stranger Things, mais là, même si cette théorie s'avère vraie, je vous conseille quand même pas d'aller dedans parce que vous pouvez rentrer dedans, mais je sais pas de quelle manière ou sous quel état vous en ressortirez. Ok. Mais voilà, donc je vous ai fait un petit tour d'horizon, on va dire, de ce qu'on sait actuellement sur les trous noirs. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, ça fait couler beaucoup d'encre. Je sais pas si vous avez des petites questions supplémentaires. Les trous de verre, tu sais ce que c'est ou pas? Et ben du coup, ça rejoindrait la théorie avec le passage en fait. Ok. L'espèce de tube ou de trou que ça ferait, ça s'appellerait un trou de verre qui permettrait de faire passer des choses dedans, mais pas des... Enfin, en tout cas pas nous sous notre forme là. Ben voilà, du coup, c'est Merci. terminé ce petit point trou noir. Eh bien, merci Nicolas. Dans un instant, nous écouterons Margot qui va nous parler de fourmis, mais juste avant, on écoute Bakermat et Goldfish. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet Science Infuse. Nous en étions à Margot qui va nous parler d'êtres minuscules. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une chronique sur les fourmis. Alors premièrement, une fourmi, c'est quoi? Une fourmi est un insecte qui vit en société dans une fourmilière dans laquelle se trouvent mâles, femelles. Et du coup, vous allez sûrement vous dire, mais qu'est-ce qu'un insecte? Alors un insecte, ce sont des arthropodes dont le corps est divisé en 3 segments. Ce qui les distingue des autres arthropodes, ce sont leurs 3 paires de pattes. Et si cette phrase vous parle, c'est justement parce que j'en ai parlé dans la chronique précédente. Alors donc les arthropodes, c'est un groupe d'organismes, donc d'animaux, qui vont tous avoir donc, des points communs. Donc, par exemple, un exosquelette. Tiens, pour ceux qui étaient là quand j'ai fait la dernière chronique, est-ce que Aïe. vous vous souvenez ou pas? C'est une carapace. Enfin, une genre de carapace. C'est un Ouais, donc squelette externe. L'exosquelette, ouais. Ouais. Qui est rigide, du coup, grâce à une matière qui s'appelle la chitine. La chitine, ouais. Mais ça se répare pas si je dis pas de bêtises une fois que c'est cassé. Ouais, bonne question. Parce que je sais crois pas du tout. que l'intérêt d'avoir un endosquelette, donc d'avoir un squelette à l'intérieur de nous, ça permet de régénérer plus facilement, de mieux se protéger au final l'organe quoi. Bah, c'est vrai qu'après, c'est une bonne question. Je sais pas du tout si la chitine, enfin vu que c'est la matière principale de l'exosquelette, je sais pas si elle a des capacités régénératrices ou... Parce qu'il y a une forme de mue Oui, chez les insectes, Oui. mais en dehors de cette mue, je crois que ça se régénère pas. J'ai dit je crois, à nos auditeurs de vérifier. j'émets la même hypothèse. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à nous contacter. Alors du coup oui, donc il y a l'exosquelette, il y a aussi le fait qu'ils ont donc des pattes articulées, en fait des appendices articulés. Et puis bah voilà, Ils en ont 6. ça dépend. Ah non, ça c'est les insectes. Ouais. Les D'accord. insectes en ont 6, les chélicérates 8, et en fait il va y avoir un arrangement différent selon les groupes d'animaux. Donc si vous n'avez pas eu la chance d'écouter d'ailleurs la dernière chronique, vous pouvez ne paniquez pas, elle est toujours disponible sur le podcast de Fadjet. Donc Et bientôt sur YouTube. exactement. Alors oui, donc revenons à nos fourmis. Généralement, quand on entend fourmis, vous pensez à quoi? À des insectes très forts qui peuvent porter plusieurs fois leur poids, je crois, sur leur dos, non?
Je pense. Hein. Il me semble que ça porte... Oui. Moi, ça me fait penser, ils vivent en société. Enfin, genre, il y a vraiment une vraie société, chacun a son rôle, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, donc effectivement, nous pensons donc à la fourmilière et à toute l'organisation sociale qui s'y passe à l'intérieur. Il existe donc différents rôles au sein d'une fourmilière. Vous connaissez quelques rôles au sein de la fourmilière ? Bah, la reine. Ouais. Les ouvrières. Ouais. Celles qui s'occupent des larves. Aussi, ouais. Je sais plus. Ah, les nourricières, non ? Je sais pas comment ça s'appelle. Aussi, ça va être celle qui s'occupe des larves en fait. Ça reste un peu dans le même domaine. Il y a les gardes aussi, ou celles qui sont... Les gardiennes. guerrières. Guerrières, ouais. Et ouais, gardiennes. Ouais. Vous êtes trop forts. Donc, ce sont des sociétés matriarcales chez lesquelles nous retrouvons donc plusieurs rôles, tels que les soignantes de la reine, qui sont là pour nourrir et toiletter la reine, les ravitailleuses de nourriture, les soldats, etc. Un tel partage de rôles nécessite une très bonne communication entre les individus qui va se faire par le biais des phéromones. Merci Mathilde. Pas de soucis. Alors donc les phéromones sont de façon généralisée un cocktail de molécules odorantes déclenchant différentes activités des plus variées, de la recherche de nourriture à l'alarme, en passant par les soins aux jeunes ou la reconnaissance des apparentés. Tout est régi par la production d'informations chimiques. Les phéromones transitent très peu par la nourriture car la diffusion est lente. La plupart sont émises dans l'air et parviennent ainsi très rapidement à une grande partie des individus. Mais elles se changent pas des informations aussi juste en touchant leurs antennes ? Ouais, exactement. Donc en fait, pour se reconnaître entre elles, elles vont donc se tapoter les antennes parce que chez les fourmis, les antennes sont des organes sensoriels. Et donc effectivement, c'est par là qu'elles vont passer. Et si une intruse essaye d'entrer dans leur fourmilière en mode incognito, elle sera tout de suite reconnue grâce en fait à ce tapotage d'antennes. Et donc soit elle sera virée de la fourmilière, mais le plus souvent les gardiennes finissent par les tuer. Donc vaut mieux pas essayer d'entrer dans une fourmilière. Il existe chez les insectes sociaux tels que les fourmis une phéromone d'alarme qui excite les individus et les pousse à attaquer un intrus qui voudrait s'introduire dans la colonie. C'est d'ailleurs typiquement ce qui se passe quand vous mettez le pied sur une fourmilière. Vous allez subir une attaque coordonnée des fourmis dérangées. Votre seule issue sera alors la fuite. Faut courir vite. Exactement. Ce que nous appelons donc couramment les fourmis, telles que nous les voyons courir sur le sol, ce sont toutes des femelles qui vivent dans une société matriarcale. Dans le nid, elles sont organisées en 2 castes. Le mot caste désigne un groupe d'individus spécialisés dans une fonction, reine, ouvrière, soldat, etc. Les fourmis présentent un polymorphisme dans une fonction, donc reine, reine, ouvrière, soldat. Qu'est-ce qu'un polymorphisme ? Très bonne question. Eh ben, tu saurais y répondre ou pas du tout ? Est-ce que c'est... Alors j'ai un gros doute, mais est-ce que c'est suivant le sexe, ils n'ont pas les mêmes caractères physiques ? Ils sont différents. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc le polymorphisme, c'est la propriété que possèdent certaines espèces de revêtir des aspects morphologiques différents, suivant le sexe, la caste, la saison ou la région. La première caste sera donc celle des reines. On retrouve ces femelles à l'intérieur du nid. Elles sont caractérisées par une taille plus grosse et un abdomen plus volumineux. Les reines sont chargées de la reproduction au sein de la fourmilière. La seconde caste sera celle des ouvrières. Elles sont de plus petite taille que la reine et sont généralement stériles. Donc débarrassées d'une fonction reproductrice coûteuse en énergie, elles se consacrent exclusivement à des tâches domestiques, confection, entretien et production du nid, recherche et rapatriement de la nourriture, nourrissage de la reine, nourrissage des petits, comme nous le disait Mathilde en début de chronique, et certaines ouvrières resteront effectivement au nid. Elles pourront aussi présenter des modifications morphologiques. Ce polymorphisme de caste permettra une spécialisation poussée dans les tâches accomplies par les ouvrières. C'est souvent la tête qui est le siège de modifications morphologiques. On distingue alors des sous-castes, donc par exemple chez les mésores et les Campanotus, qui sont des genres de fourmis. On distingue des petites ouvrières qui seront alors appelées minors, des ouvrières de taille moyenne qui seront appelées média, et des ouvrières de grande taille qui seront appelées donc majors. Ce polymorphisme est toujours associé à l'exécution de tâches différentes. Savez-vous, selon la taille de la fourmi, à quelle tâche elle va être associée ? Waouh. La fourmi, c'est pas... Mais ça dépend de l'espèce, non ? Parce que je sais qu'il y a des espèces de fourmis, elles font 10 cm de long ou des choses comme ça. Exactement. Donc là, c'est pour ça, pour l'instant, on est donc dans les 2 genres, du coup, Mésor et Campanotus. Donc elles vont avoir, en fait, selon la taille, elles vont donc avoir des tâches différentes. Par exemple, les minors, qui sont les petites, elles s'occuperont des tâches domestiques, intérieures au nid, comme le nourrissage des larves par exemple. Les ouvrières médias sont chargées de la récolte alimentaire dans le monde extérieur,
et transmettent la nourriture aux ouvrières mineures, et les ouvrières majeures sont prédisposées aux fonctions de guerrières. Et s'il n'y a pas de polymorphisme, comment se répartissent les tâches, Margot? Dis-nous Alors, tout. très très bonne question. S'il n'y a pas de polymorphisme, quand les ouvrières sont monomorphes, c'est-à-dire quand il n'y a pas de polymorphisme au sein de la société, la division du travail se fait par l'âge. La règle générale veut que les ouvrières les plus jeunes restent dans le nid. Ces spécialistes des fonctions domestiques alimentent la reine et les larves. Ce sont des ouvrières nourrices. En prenant de l'âge, elles s'éloignent au centre du nid pour s'occuper des fonctions de gardienne aux ouvertures. Ce n'est qu'à la fin de leur vie qu'elles sortent de la fourmilière et prennent en charge les fonctions de pourvoyeuses. Donc elles vont ramener la nourriture et elles vont également agrandir le périmètre en fait de la recherche de nourriture. Alors mais qu'en est-il des mâles, me direz-vous? Ces sociétés matriarcales en ont toutes de même besoin pour assurer la fécondation des reines. Ils dépendent totalement des ouvrières pour leur alimentation et quittent très vite leur nid de naissance pour s'accoupler. Ils meurent peu de temps après. Voilà, c'est la fin de notre courte balade au sein du fabuleux monde des fourmis. J'espère que ça vous aura plu et que vous en aurez appris plus sur les fourmis. Si vous voulez pousser davantage le sujet, je vous conseille l'article du myrmécologue Luc Passera sur le site Futura Planète et on se dit à la prochaine. Super Margot, bah merci. Maintenant on écoute The Weeknd avec Daft Punk et on se retrouve juste après pour parler de fossilisation. Rebonjour, vous êtes dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Et juste un petit rappel, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre les dernières sorties de l'émission, donc sur Facebook, et les anciennes émissions sur YouTube. Et maintenant, je vais vous parler de fossilisation. Mais qu'est-ce qu'un fossile déjà? Des idées? Alors j'ai pas exactement les mots qui sont arrangés dans le bon ordre, mais je vais tenter quand même. Les fossiles, c'est des organismes qui sont morts et qui vont en fait se lier, si je peux dire, à la sédimentation et qui vont laisser des marques en fait sur la T'as terre. répondu en partie au sujet, oui. Quelqu'un d'autre, tu as des idées en plus? J'arrangerais peut-être la définition de Margot en disant que c'est un animal qui meurt et qui reste du coup au niveau du sol et en fait au fil du temps il est recouvert de sédiments et c'est comme ça qu'il se retrouve. Ouais, il y a de l'idée. Mais ça peut être, c'est pas obligatoirement que des animaux, ça peut oui, être ça peut être aussi, des plantes. ouais. Donc alors, la définition toute bête dispo sur Wikipédia nous dit que c'est le reste d'un animal ou d'un végétal, donc carapace, os, graines, dents, qui est généralement minéralisé. Je vais revenir là-dessus après, histoire qu'on comprenne bien ce point. Et, ou bien ça peut être aussi un simple moulage conservé dans une roche sédimentaire. Et la nouvelle question, qu'est-ce qu'une roche sédimentaire? Ça en fait les questions. Ouais. Une roche sédimentaire, c'est une roche où il y aura des sédiments. Merci. Au final, c'est quasiment ça, oui. Donc en gros, oui. Donc les roches sédimentaires, en fait, elles proviennent de l'accumulation de sédiments, donc comme le sable, qui vont se déposer en lits superposés, et ces sédiments vont se solidifier entre eux pour créer une roche. Donc, une roche sédimentaire. Donc revenons-en aux fossiles. Donc comme je l'ai dit, dans la définition, la plupart des fossiles sont constitués d'organes durs comme des os ou des racines. Mais comment se produit la fossilisation? Pour qu'un objet soit fossilisé, généralement, il faut qu'il se retrouve dans de l'eau et que des sédiments se déposent sur lui le plus rapidement possible. Dans le cycle de la vie, généralement, l'ensemble des objets biologiques sont grignotés par d'autres animaux, mais si l'animal ou la plante se retrouve sous des sédiments, ils sont protégés de leur environnement extérieur, donc pas de prédateurs ou de charognas pour disperser et manger les restes. Il faut aussi qu'il y ait peu ou pas d'oxygène pour éviter que des bactéries s'attaquent elles aussi au reste de l'animal. Maintenant, on va essayer de retourner dans le passé. Imaginez-vous Billy le tyrannosaure. Donc c'est un grand dinosaure carnivore qui ne ferait qu'une bouchée d'un enfant de 10 ans. Aujourd'hui il fait beau, il se balade et il se décide à chasser du Triceratops. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un herbivore avec 3 cornes qu'il a sur son crâne pour se défendre. Donc Billy sait déjà qu'il va en faire son petit déjeuner. Il s'approche lentement, regarde son repas en attendant le bon moment pour le surprendre. Il sent le bon moment arriver et se décide enfin à attaquer. Mais pas de bol, Billy s'était fait repérer par le paisible herbivore. Donc un combat s'ensuit et un gros rage débute. Et nous rentrons dans un cliché des documentaires sur les dinosaures avec des combats et des éclairs. Bon ok, je m'égare un peu. Le problème dans ce combat, c'est que Billy perd l'avantage sur sa proie. Il se retrouve coincé par le Triceratops qui veut le pousser dans le lac qui se trouve derrière lui. Épuisé par le combat, Billy chute et tombe dans l'eau. Très mauvaise journée pour Billy. Il coule, se noie jusqu'à toucher le fond de l'eau, et alors là, la décomposition va commencer. Les éléments les plus durs de son organisme vont rester, comme le squelette, puis les sédiments vont se déposer dessus jusqu'à ce que l'animal soit enseveli sous des tonnes de sédiments. Le temps va passer, les sédiments vont devenir des roches,
et ensuite les mouvements géologiques vont ramener Billy à la surface, où des paléontologues, les spécialistes des fossiles, vont en retrouver. Pour vous donner un ordre d'idée, le T-Rex ou Tyrannosaurus Rex vivait il y a entre moins 68 millions d'années et moins 66 millions d'années, donc il en a fallu pas mal de temps pour le retrouver. Juste, tu as parlé des tissus solides Oui. qui se font minéraliser, mais est-ce que tu as des infos sur les tissus mous? Justement, j'arrive juste après. Super. Alors vous saurez que nos auditeurs malheureusement ne nous voient pas, mais nous étions tous très attentifs comme des enfants à la petite histoire de Corentin. Avec Billy le dinosaure. Bon alors du coup, Merci Margot. De rien. Donc il existe aussi d'autres types de fossilisation. Là on vient de voir ce que l'on appelle un fossile pétrifié. Donc pour résumer, l'organisme va être ensevelie sous des sédiments alors qu'il se trouve dans l'eau et les os vont subir une minéralisation. Donc ils vont ainsi devenir une roche à leur tour qui aura pris la forme de l'organisme. Donc au final on ne retrouve pas le squelette, mais on retrouve une roche qui a pris la forme du squelette. Ah, comme un moulage en fait. C'est exactement l'idée. Donc justement, j'arrive au deuxième type de fossile qu'on appelle les fossiles moulés. Donc l'organisme va tomber sur une roche sédimentaire qui n'est pas encore solide, il va laisser sa marque, et après il va disparaître avec le temps, mais pas l'empreinte, ce qui fait qu'on va avoir un moule de l'organisme. On trouve aussi donc les fossiles piégés, donc ce sont des organismes qui vont se retrouver piégés dans de l'ambre ou de la glace, #Jurassic Park. Donc là par contre le fossile est super bien conservé, donc c'est comme ça qu'on peut retrouver beaucoup d'insectes. Et on a aussi retrouvé des mammouths dans de la glace, dont un bébé mammouth il y a 2-3 ans je crois, si je dis pas de bêtises. Oh, je sais pas du tout, mais Peut-être, je ouais. me renseignerai parce que ça a l'air très intéressant. Mais par contre faut faire attention C'est parce l'âge que... de classe. Faut faire attention parce que l'ADN elle a tendance à ne pas survivre. Donc Jurassic Park c'est vraiment un fantasme. Ah oui. Faut faire attention quand même. Mais ils ont quand même réussi à croiser un lézard avec une poule pour avoir une poule avec des dents et ça rappelait les origines des dinosaures au final. Parce que les oiseaux sont des dinosaures, ils descendent directement des dinosaures dans l'évolution. Vous coucherez moins bête ce soir. On peut enfin dire les poules. L'expression quand les poules auront des dents. Exactement. Alors du coup tout à l'heure tu as parlé de roches qui étaient plutôt molles, mais quand on parle de roche on voit souvent genre l'élément dur. Qu'est-ce que tu appelles du coup une roche molle? Et ben avant que ta roche devienne dure justement, il y a ce qu'on appelle les argiles. Donc c'est des sédiments très fins et si par exemple il y a un peu d'eau avec, imagine un oiseau tomber dedans, il meurt, C'est trop il laisse triste. sa marque et après ça va sécher et au final au fur et à mesure les restes de l'oiseau vont partir mais il y aura la marque qui sera empreinte dans la roche. Ok. Pour sécher. Bon du coup pour terminer on peut quand même se demander à quoi ça sert finalement l'étude des fossiles. Et la paléontologie, ça permet d'étudier le passé pour mieux comprendre le présent, ce sont un peu les archéologues de tous les êtres vivants, et ainsi on peut voir comment la vie a évolué, retrouver des indices sur le climat passé, et retrouver des indices sur le mouvement des plaques géologiques, afin de mieux comprendre notre environnement biologique et géologique actuel. Tout de suite on fait une pause avec le groupe AJR, et on se retrouve juste après pour retrouver Mathilde avec de la biologie marine. A tout de suite. Bonjour ou rebonjour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Et maintenant, on écoute Mathilde qui va nous emmener dans les fonds marins. Bonjour à tous. Pour ma toute première chronique à la radio, j'aimerais vous parler du milieu aquatique. Vous savez que la vie est apparue dans les océans il y a 3,5 milliards d'années. On estime qu'un quart des espèces de la planète vivent dans les mers et océans. Imaginez la diversité. Mais que se passe-t-il au fond des océans ? La mer et ses habitants nous fascinent autant qu'ils nous interrogent. Le monde sous-marin compte quelques milliers d'espèces animales et végétales, et chacune renferme ses mystères. Bien que les animaux les plus emblématiques soient de grande taille, comme les baleines, les phoques, les requins ou les tortues, la quasi-totalité de la biodiversité est invisible à l'œil nu. Ainsi, je vous propose de découvrir aujourd'hui le phytoplancton et une espèce de crevette un peu particulière. Partons des plus petits organismes, le phytoplancton. C'est l'ensemble des organismes unicellulaires, c'est-à-dire à une cellule, capables de réaliser la photosynthèse. Ça représente plusieurs espèces. Oui, les phytoplanctons, c'est en somme des toutes petites algues dans la mer. Mais du coup, on va écouter Margot qui va nous expliquer ce que c'est la photosynthèse. Alors oui, la photosynthèse c'est grossièrement l'ensemble des réactions qui ont lieu dans les plantes vertes. Cette couleur, donc verte, est due à la chlorophylle. Et oui, ce n'est pas seulement un goût de chewing-gum. La chlorophylle permet aux végétaux de synthétiser l'oxygène et les sucres en utilisant du CO2 et de l'énergie lumineuse provenant du soleil. Merci. Mais de rien.
Du coup, le phytoplancton représente à lui seul 98% de la masse de matière vivante dans les océans. Vous imaginez ? Ah, c'est plutôt énorme. Ah ouais, c'est- Quand on compare ça à tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire Bah, qu'on connaît ça- pas grand-chose justement. En du soi, on milieu n'a marin. pas tout découvert encore, mais 98% c'est du phytoplancton apparemment. Donc ces micro-organismes, qui ne dépassent pas le millimètre, ont des fonctions très importantes pour les océans. En effet, ils assurent la production de ressources pour l'écosystème tout entier. Ah, comme les sucres du coup par la photosynthèse. C'est ça. Ils assurent également le recyclage des déchets et produisent aussi l'essentiel de l'oxygène que nous respirons. Comme la photosynthèse. C'est ça. Encore une fois. En fait, on pense que c'est la forêt tropicale, les poumons de la planète, mais c'est les océans, aussi... enfin, c'est beaucoup les récifs coralliens, en fait. Enfin, les océans. Donc préservons-les. Tout à fait. Ainsi, du plus petit au plus gros, de ce phytoplancton à la baleine bleue qui s'en nourrit et dont la taille peut atteindre 30 mètres et le poids jusqu'à 170 tonnes, tous les organismes marins sont liés. C'est pour ça qu'il est très important de prendre soin de nos océans. Passons à la crevette pistolet. Et d'ailleurs, pourquoi ce nom de crevette pistolet? Parce que malgré ses 3 à 5 cm, cette crevette, qui est surtout présente dans les récifs coralliens, a de sérieux arguments pour imposer sa loi. Effectivement, elle est armée d'une pince beaucoup plus grosse que l'autre. Avec, elle peut tuer à distance, comme le ferait un coup de feu tiré d'un revolver. Pour cela, il lui suffit de faire claquer la fameuse pince. La détonation émise est capable d'assommer, voire d'achever sur place une petite proie ou de juste ficher une belle frousse au plus gros de ses ennemis. je crois que c'est l'armée américaine qui travaillait dessus pour essayer de comprendre. Alors, aucune idée, mais je sais que là, j'ai un peu simplifié pour la chronique, mais ça... Parce que je crois que ça dépasse la vitesse de la lumière. C'est ça, en fait, c'est tellement rapide. Bah là, j'en parle juste après. C'est tellement rapide que ça crée une petite bille lumineuse de quelques nanosecondes. Et c'est une bille de vide, en fait. C'est hyper impressionnant. Il y a tout Renseignez-vous pour dire- sur on dirait un la Pokémon, crevette mais- pistolet. Oui, non, mais elle est géniale. Mais c'est pas grand, ça fait quelle taille à peu près? J'ai dit 3 à 5 pardon. cm. Donc, il faut dire que l'anatomie de l'arme est particulière. Tout un processus permet de propulser un puissant jet d'eau en avant à près de 100 km/h et de générer un bang assourdissant de 200 décibels. 200 décibels, mais Oui. un avion qui décolle, ça fait pas 160 ou 140 décibels? 140 décibels, ouais, c'est ça. T'imagines, ça fait plus de bruit qu'un avion qui décolle. Une petite crevette de 3 à 5 cm. Ok. Waouh, mais c'est énorme. Moi aussi, j'étais estomaquée quand je l'ai appris. Donc, cette crevette armée jusqu'aux dents ne l'empêche pas d'avoir des amis. La preuve, elle s'associe souvent avec un goby, c'est un petit poisson. C'est ce qu'on appelle une relation de commensalisme. Alors oui, le commensalisme, c'est une interaction durable entre des individus d'espèces différentes où l'un des partenaires retire un bénéfice de l'association, tandis que l'autre n'y trouve ni avantage ni véritable inconvénient. C'est avec les requins aussi, les poissons qui sont en dessous. Et Oui. ça, il y en a partout dans le monde du vivant. C'est tout mignon. Il y a plein de relations différentes. Mutualisme, symbiose. Là, c'est commensalisme. Donc, la gobie et la crevette occupent le même terrier. La crevette gère l'entretien et le gobie la surveillance. Elle déblaye le gravier avec sa pince pendant que son associé reste à l'affût du moindre danger ou d'un potentiel dîner qui passerait dans les parages. Bref, jamais le gobie n'aurait l'idée d'emménager dans un appartement sans sa crevette pistolet comme colocataire. Enfin, j'aimerais terminer mon petit voyage aquatique par quelques petits conseils sur les espèces à privilégier sur l'étal de votre poissonnier préféré. Vous consommez quelle espèce de poisson? Si vous consommez du poisson. Alors, au vu de mes petites origines, la morue, La morue, c'est le cabillaud. c'est ça. Alors, dans les espèces à éviter qui sont surpêchées, dont certaines sont en voie d'extinction ou leur élevage ou la pêche sont très nuisibles pour l'environnement, il y a le cabillaud qui vient de l'Atlantique Nord-Est. Alors, pour le cabillaud, du coup, privilégiez celui qui vient du Pacifique. C'est comme le saumon, privilégiez celui qui vient du Pacifique. Sinon, c'est aussi des espèces à éviter ou à consommer vraiment avec modération. Dans le cas du saumon atlantique, par exemple, d'élevage. Mais évitez le saumon atlantique. Et le thon. Ah, le thon, bonne question, parce que tout le monde en mange. Du coup, il faut éviter à tout prix le thon rouge, qui est une espèce surpêchée, et privilégier le thon germon de ligne. Oula, c'est-à-dire. C'est un thon qui vient du golfe de Ouais. Gascogne, et voilà.
privilégiez ce ton-là. Notez bien, prenez un petit calepin, le ton Germont de ligne. On y repensera à deux Mais fois. pas on le va ton voir rouge, voilà. souligner. Évitez le ton rouge. À la limite, rabattez-vous vers le ton albacore. Mais le ton rouge, on l'évite. Même au sushi. Eh ben merci Mathilde. Tout de suite, on va faire une petite pause avec Tudor Cinéma Club et on se retrouve juste après pour la dernière partie de l'émission Science Infuse sur Fadjet avec un quiz sur les noms des sciences. Bienvenue dans la dernière partie de Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Et maintenant, on va se détendre avec un petit quiz sur les noms des sciences. Voilà, le but. Je vous donne un nom de science et vous devez me dire à quoi ça correspond. Alors de là, ça a l'air simple, mais je le sens pas du tout. On va y aller petit à petit, d'accord? Donc le premier, qui commence par un E, l'éthologie. Oh Qu'est-ce que Ça, l'éthologie? Margot, elle va pouvoir vous en Ah, parler. c'est trop pour moi ça. Alors l'éthologie, c'est l'étude scientifique des comportements, en gros. Donc ça va vraiment être sur le comportement. Mais le comportement de quoi? Alors généralement, ça va être le comportement des animaux. Donc ça peut être aussi de l'humain, ça peut être des chats, des chiens, des animaux dans les eaux, tout plein de choses. Alors, oui et non. Parce que j'ai nom en avec fait, le zoo, l'éthologie, merde. c'est la science des la définition pure. Hein. Ouais. C'est C'est la science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel. C'était le petit piège avec les zoos, je voulais voir si tu suivais. Ouais, c'est ça. Je suis pas tombé dedans. Donc oui, en gros, c'est un peu comme la sociologie des animaux au final. Et du coup, j'ai une petite question parce que je sais qu'il y a des métiers, c'est éthologue. Mm. Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'ils font quand même de l'éthologie si par exemple ils sont dans des parcs animaliers? Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais dit comme ça, je dirais que oui. Parce que justement, s'ils sont pas dans leur milieu naturel. Enfin, ah bah non, du coup, oui. Margot. En fait, ça dépend de dans quel lieu, parce que par exemple, au parc Sainte-Croix, je sais pas si tu connais, il y a des éthologues, donc c'est nommé éthologue parce que vu que c'est un lieu de préservation, donc je sais pas s'il y a des différences ou pas, mais je sais que c'est nommé comme ça, en tout cas. Si ça peut t'aider un peu. Ça me paraît bien. Bon, allez, le suivant. Donc, un classique de l'émission. Mais qu'est-ce que la cryptozoologie? Alors je dirais que crypto, ça me fait penser à la glace. Ah, t'es loin. T'es très loin. Ok, c'est pas grave. En fait, c'était le piège. Crypto, il voulait t'emmener dans un petit piège et il a réussi. Alors si je dis pas de bêtises, t'as fait une chronique dessus l'année dernière. Ouais, j'en ai même fait plusieurs. Oui, même plusieurs. Et il me semble que c'est l'étude des animaux dont on suppose l'existence. Ouais, c'est exactement ça. Donc, en gros, c'est ça, c'est la recherche d'animaux dont l'existence n'a pas été prouvée de manière irréfutable. Donc, un classique, le monstre du Loch Ness. Mais il y a eu aussi des espèces qui ont été trouvées. Par exemple, c'était le tapir de Malaisie. Ils avaient trouvé des ossements un peu partout, ils savaient pas trop ce que c'était. Et c'est des Européens, donc je sais plus si c'était des Anglais ou pas. Je crois que c'était des Anglais. Et ils sont partis, ils ont découvert ça en Malaisie. Du coup, c'est quoi un tapir? Un tapir, ça ressemble un peu à un cochon. Enfin, avec une tête différente, on va dire. Et le tapir de Malaisie est noir et blanc. Il a une grosse tache blanche sur lui. Donc, je vous conseille d'aller voir des photos. Et aussi, les animaux concernés qui n'ont pas été découverts en cryptozoologie, ça s'appelle des cryptides. Et après, on les appelle vraiment animaux. Allez, maintenant, ça va être pour les écologues. La dendrologie. C'est l'étude des pollens. Non, mais il arrive après, celui-ci. C'est l'étude des cernes de bois. Presque. Ça, c'est la dendrochronologie. La dendrologie, en fait, c'est la science qui classifie, qui vraiment étudie à fond les arbres. Et plus généralement, la science des végétaux ligneux. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, là. Épidémiologie. Bah là, du coup, c'est l'étude des épidémies. T'es forte, Margot. En gros, oui, c'est ça, c'est l'impact, par exemple, d'un événement comme Tchernobyl, on va dire, sur le futur. Enfin, on a les résultats qu'actuellement, mais c'est essayer de lier des événements importants, ou je sais pas, ce qu'on consomme, par exemple le plastique. Ça concerne les études qui vont être faites là-dessus, ça concerne l'épidémiologie. Et ça va être l'impact, du coup, sur une espèce en particulier. Ça concerne les humains. Ok. Ensuite, un mot qui ressemble un peu, mais pas trop, c'est l'épistémiologie. Il me semble que c'est l'étude des sciences dans l'histoire, genre de l'histoire des sciences un peu. Presque, c'est la science des sciences. En gros, genre c'est essayer de comprendre pourquoi on a ces modèles-là scientifiques, pourquoi notre recherche se fait comme ça, et ainsi de suite. Allez, l'herpétologie. Attention, ce n'est pas
l'herpès. Voilà, je préfère le dire. Non, C'est j'allais pas le l'étude dire. des hein. Comment t'écris herpétologie? Bah comme herpès au final. Sans le S. Est-ce que ça a à voir du coup avec des virus? Non, c'est avec des animaux. C'est En un- plus ouais. Ça me dit quelque chose, mais. C'est l'étude des amphibiens et des reptiles. Oh, trop bien. Alors, je paye une bière à celui qui va me répondre à celui-ci. Oh. Évidemment, l'abus Oh, d'alcool est attention. dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc, comment appelle-t-on la science qui étudie juste les amphibiens? Attends. L'amphibologie. Non, ce serait trop évident. Non, ça va Bon être un bah truc je vous le qu'on dis, connaît. dommage, je vais boire une bière tout seul. C'est la batracologie. Oh, ouais, non. Ah, batracien. En Exactement. fait, tu voulais juste pas nous offrir de bière, c'est ça? Ouais, je voulais mettre un peu de challenge, tu vois. Ensuite, allez, encore, j'en fais encore 2. La palynologie. L'étude des pollens. Exactement, et on a un spécialiste sur Vendeuve, justement. Spécialiste, mais lui c'est la paléopalynologie, donc l'étude des anciens pollens. Enfin, des fossiles de pollen, hein, tout simplement, parce que oui, on peut retrouver des fossiles de pollen. Donc ce qui est super intéressant, c'est que, en fait, dans cette science, c'est que chaque plante a un pollen particulier. Du coup, en retrouvant un pollen, on sait à quelle espèce il appartient, et on peut voir aussi où le pollen va, d'où provient son origine, et ainsi de suite. On peut lier ça à ta chronique sur les fossiles, Exactement. puisque on retrouve des pollens fossilisés qui Oui. nous permettent de déterminer quelle espèce se trouvait à tel endroit. C'est ça. Allez, le petit dernier, genre la taxonomie. Allez. L'étude des taxons. Mais qu'est-ce qu'un taxon, Margot? Un taxon, du coup, c'est... Non, j'arrive pas à le définir de façon simple. Essaye, vas-y. J'essaye. Ceci est un essai. Donc ça va être l'étude de différents groupes d'animaux. Donc ils vont se regrouper selon des caractéristiques communes. Et on va appeler ça un taxon, mais je suis pas sûre du tout. Bah c'est ça, ouais. Bah moi j'avais dit ça en plus simplifié. En gros, c'est une boîte qui regroupe des animaux, des êtres vivants suivant certains caractères physiques, la plupart du temps. À prendre avec des pincettes ce que je viens de dire, je vulgarise beaucoup là. Et Moi j'en ai une pour vous, du coup, pour participer aussi à la chronique. Qu'est-ce que la myrmécologie? ah, Moi, je sais. moi je sais aussi. Enfin, je Vous pense êtes savoir. obligé de savoir. On a parlé pense pendant ta savoir. chronique. Oui, je Eh crois oui, bien. En plus, oui. exactement. C'est l'étude des fourmis. Oui, C'est tout. félicitations. Et bah d'ailleurs, vous pouvez trouver des espèces myrmécophiles au jardin botanique. Oh, instant promo. Oui, c'est ça. Dans les serres tropicales, vous trouverez 3 espèces. Le Cecropia, le Myrmécodia et le Tococa. Ah Voilà. bah super, bah merci. Eh bien merci à tous pour votre participation. Malheureusement nous allons déjà nous arrêter. C'était la dernière partie de l'émission Science Infuse. Vous pouvez nous suivre sur Facebook avec la page Fadjet Science Infuse, ainsi qu'écouter les anciennes émissions sur YouTube. Et on vous souhaite à tous un bon week-end et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. Bon week-end. Bon Salut. week-end. I'm so high, you should stay low. Ooh, you can see me flying. Now is the time if you wanna let go. So I'll let you go.